Pourquoi est-ce que moi je suis là? Il y a plein de gens qui pourraient vous parler du coworking. En général, ça c'est mon avatar. C'est comme ça que j'ai commencé à interagir avec des communautés. Je me définis souvent comme un chaotic good dwarf tank, en bon français. Donc un tank nain chaotique bon. Au début, j'hésitais un petit peu à utiliser cette terminologie-là. Et puis en 2013, à Austin, j'ai vu quelqu'un sur scène qui s'appelle Phil Libin. Je ne sais pas, qui d'entre vous sait qui Phil Libin? Ok, alors on va expliquer. Une personne, bravo. C'est l'ex-CEO de Evernote. Et c'est un monsieur qui expliquait sur scène, donc très sérieusement pendant une bonne heure, que tout ce qu'il savait du business, il l'avait appris grâce à Donjons et Dragons. Et notamment un des alignements dans ce jeu de rôle, qui s'appelle l'alignement chaotique bon. Il expliquait que pour lui, il n'y avait pas de jeu à somme nulle dans le business, qu'on avait toujours une prime à collaborer, mais qu'il fallait aussi parfois faire ses propres règles. Donc ça colle assez bien avec le chaotique bon et avec ma propre pratique et ce que je pense qu'on peut trouver comme état d'esprit dans les espaces de coworking et les communautés qui les font vivre. En parlant de communauté, moi j'ai découvert le coworking à Bruxelles, dans un endroit qui s'appelle le Beta Cowork, et qui est surtout plus qu'un endroit, mais une communauté, gérée par le grand malade que vous voyez à votre gauche, Ramon Suarez, qui donc a beaucoup porté ce mouvement et cette façon de travailler à Bruxelles. Pour ceux qui l'ont déjà vécu, dans certaines villes, vous avez le premier qui fait un espace de coworking qui fonctionne et dont on commence à parler. En francophonie, on a toujours un petit problème avec ça. Le premier, le plus gros, le plus grand, on s'en fout un petit peu. Mais il y a les gens qui font beaucoup pour les autres et avant tout le monde. Ramon, c'est quelqu'un comme ça. Et j'ai découvert le coworking grâce à lui. Ça a beaucoup aussi influencé ma façon de voir les choses. Notamment, il a écrit un livre. Si un jour vous voulez lancer votre propre espace et votre propre communauté, je vous le conseille. C'est assez simple à trouver, c'est The Coworking Handbook. Il va très très loin dans tous les détails. Ça donne une bonne idée de qui est le personnage et de comment il envisage les choses. Une photo, merci. Un coworking, on dit souvent, en français, parce qu'on parle mal anglais, on dit souvent un coworking, je vais au coworking. Ça ne marche pas comme ça. Les Anglais disent toujours coworking space, et ça veut bien dire une certaine chose. On va parler du lieu, mais on va parler de la culture aussi. Encore une fois, coworking, en anglais, c'est une conjugaison. Donc, le fait de faire du coworking, c'est un verbe, ce n'est pas un nom. C'est une façon de travailler beaucoup plus que le lieu. Aujourd'hui, les communautés où moi je suis présent au quotidien, j'habite à Lausanne, en Suisse. Donc, pour situer un petit peu, parce que toujours en géographie, on a un petit peu du mal. Je ne voudrais pas qu'on tombe dans le syndrome c'est dans l'air avec des cartes un peu pourries. Donc ça, c'est Switzerland. Si vous raccrochez un petit peu, il y a un truc qu'on appelle le lac Léman. A priori, on voit à peu près où ça se trouve. Et donc Lausanne, c'est sur le haut de l'accent circonflexe. Donc on a une vue imprenable sur Évian, Thonon, tout ça. C'est très joli. Google Images vous le confirmera. C'est vraiment un chouette endroit où vivre. Et quand je suis arrivé il y a 4 ans maintenant à Lausanne, il y avait un espace de coworking et demi. Donc je venais de Bruxelles où je venais de découvrir le coworking. Je me suis enfui de Bruxelles pour une raison assez simple. J'ai rencontré une Suissesse qui est devenue mon épouse. Donc je suis allé la rejoindre à Lausanne. Et quand je suis arrivé, j'avais goûté au coworking, mais il n'y avait pas ce qui me convenait. Donc le 1,5, le demi, j'ai aidé cette communauté-là à se lancer, à créer un nouvel espace. Maintenant, sur le Grand Lausanne, on a à peu près entre 10 et 15 communautés et espaces existants ou qui sont en train de se lancer. Donc en 4 ans, ça a beaucoup bougé. Ce qui me lie à Nantes, je suis venu à Nantes pour la première fois en 2013, grâce à quelqu'un qui s'appelle Romain Saillet, qui est toujours présent, il est là aussi cette année, autour des thématiques innovation dans les médias. On a travaillé là-dessus, on a fait le rendu de ce qu'on a fait ensemble en 2013, en 2014 sur scène, ici, dans cette petite salle que j'aime bien. On a parlé de la couverture en live notamment, des événements. L'année dernière, je suis revenu parce qu'entre-temps, j'ai fait d'autres choses. Notamment, on a parlé de biohacking avec des gens qui font ça. Donc, je reviendrai là-dessus. Mais le biohacking, c'est ce qui s'est passé dans l'électronique et l'informatique ces 15 dernières années. Comment des communautés se sont emparées de l'enseignement et de la diffusion de ces savoirs-là, de leur amélioration aussi. Il est en train de se passer la même chose avec la biologie. Donc, ça donne des gens qui se rassemblent autour de communautés, qui lancent des lieux dédiés à ça. Parce que pour faire de la biologie, il vaut mieux avoir un laboratoire, c'est plus simple. Donc on a fait ça, on en a parlé l'année dernière ici aussi. Et puis cette année, on va parler un petit peu de choses que j'ai fait depuis. Ça devient une espèce de tradition. Aquarium, c'est une chose. Ça s'est très bien développé maintenant. La communauté s'en occupe et puis le lieu a grossi. Tout ça, c'est du matériel de récupération. On a tout monté en allant voir les labos de la région qui jetaient beaucoup trop de choses super cool. On a documenté tout ce qu'on a fait, évidemment.
Et puis en novembre de l'année dernière, je me suis dit, ok, ça fait 2 ans que je m'occupe de ça, on a lancé cette communauté, on va faire un petit peu autre chose, et on va revenir à mes premières amours, on va revenir au coworking. En partie pour les raisons qui m'amènent à vous parler ce matin, il y en a beaucoup qui en parlent, peu qui le font, et ceux qui le font en général, on ne les entend pas. Donc l'idée c'est de remettre un petit peu certaines choses qui viennent de la pratique du coworking dans les communautés. La question de la définition. J'aime bien commencer par ça. Qu'est-ce que c'est un coworking? Ok, ou un coworking space. Ça, c'est du coworking. C'est des humains qui se rassemblent, qui font des trucs ensemble, parce qu'ils ont une bonne raison de se rassembler. Ensemble, ils feront plus de choses plus vite et mieux. On va résister à la tentation de la grande saga historique. J'adore ça, mais aujourd'hui, je vais essayer de vous épargner d'où vient le coworking à travers les âges et ce genre de choses. Il y a une petite chose qui est très intéressante à regarder dans cette magnifique chose qu'on appelle Internet. C'est sur DeskMag, qui est le média européen de référence, qui est tenu par quelqu'un qui s'appelle Karsten. Et il a fait une magnifique timeline avec toutes les influences, d'où vient le coworking et comment. Donc si vous voulez creuser le sujet, allez-y. C'est vraiment intéressant. Il y a quelque chose, je n'ai pas réussi à résister à la tentation de vous parler de ça, mais très rapidement, j'ai toujours un problème quand les journalistes, par exemple, nous disent « mais c'est super nouveau quand même le coworking ». Vous savez, c'est le problème des nouvelles façons de travailler, comme on disait, les nouvelles technologies. Bon, c'est nouveau, ok, mais ça fait un petit moment que c'est là quand même. En l'occurrence, pour le coworking, je vous fais une petite blague en commençant par la préhistoire, mais ça, c'est une bibliothèque, c'est du coworking aussi. C'est des gens qui se rassemblent autour d'un savoir pour se le transmettre. Même chose avec les monastères, par exemple, les copistes, qui inventent des choses au passage. Si vous aimez ça et si vous êtes aussi nerd de l'histoire comme moi, la lettrine, comment la lettrine est apparue dans l'enluminure, c'est un truc fascinant, parce que des gens se sont rassemblés pour faire ça. Plus proche de nous, mais les bistrots, c'est aussi un lieu qu'on pourrait assimiler à du coworking. Il ne faut pas aller chercher bien loin. Si vous vous baladez dans n'importe quelle grande ville européenne et que vous tombez sur cette magnifique enseigne verte et blanche qui vend un truc qui ressemble à du café, il y a plein de gens qui travaillent dans ces lieux-là. Est-ce que c'est du coworking ou pas? Il y a des gens qui joueraient avec la définition du lieu. Est-ce que, puisqu'on parle d'eux, est-ce qu'un Starbucks c'est un coworking space? Cette question-là ne m'intéresse pas vraiment. Par contre, ce qu'on fait dans un Starbucks, dans d'autres cafés, dans des lieux qui ne sont pas forcément identifiés comme tels ou faits pour, l'intervenant précédent parlait de hacking et de comment on détourne les choses. Ah oui, on peut faire du coworking dans un café, ça arrive tous les jours. Ça, c'est du coworking aussi. Je vous parlais de laboratoire de biologie citoyen tout à l'heure. C'est des biologistes, en l'occurrence, donc Luc, Robin et Sachiko, qui prennent un truc qui sert à faire de la distillation en chimie et qui l'ont détourné pour en faire autre chose. Il faut juste aller dans des endroits, voir des gens qui font des choses et se dire « Ah, ça, c'est une façon un peu différente, je ne suis pas habitué ». Là, on est typiquement dans le terrain du coworking. Quelqu'un qui vous le dirait mieux que moi, parce que c'est un peu sa profession de définir les choses et les usages, ça serait Oliver Marlowe. C'est le cofondateur et le directeur créatif d'un studio qui s'appelle Tilt, un studio de design. Ils sont relativement connus notamment pour avoir bossé avec Nesta ces derniers temps. Et on a discuté un peu avec Olivier la semaine dernière à Londres, à l'occasion d'un événement qui s'appelle la Social Workplace Conference. Pareil, je vous l'ai fait la version courte. Il manque un K, pardon, excusez-moi, workplace.social. Vous avez tous les intervenants de cet événement en ligne. Ce qu'Olivier nous expliquait, et c'est là où c'est intéressant, parfois on perd le sens des mots. On les emploie trop, on les voit passer trop souvent, et on oublie juste de quoi il nous parle. Il nous a juste rappelé que le co, dans coworking, c'est collaboration au départ. Et donc, pour arriver à cette collaboration, on a besoin de plusieurs éléments. OK, un espace, parce qu'il faut bien que les gens se rassemblent quelque part. On ne pourrait pas avoir cette discussion, qui deviendra une discussion un peu plus animée tout à l'heure avec vous, mais si vous n'étiez pas dans cet espace en même temps que moi. On pourrait en parler en ligne, mais ça n'aurait pas le même effet. Un peu de créativité, parce que sinon, chacun est dans son coin, on n'essaye pas des choses nouvelles, on fait ce qu'on a à faire, seulement. Et puis une communauté. Une communauté, ça veut dire des gens parmi lesquels une confiance s'est installée. Au passage, une communauté, ce n'est pas inclusif par essence. Une communauté, c'est exclusif. On parle de gens qui sont ensemble et qui ont des bonnes raisons d'être ensemble, a priori. J'ai toujours un petit peu du mal avec les gens qui disent « ma communauté est super ouverte, tout le monde peut rentrer dans ma communauté ». Bah ouais, mais le mot n'a pas ce sens-là. Demandez à des sociologues. Une communauté, par définition, c'est fermé. On peut y rentrer,
l'accès à la communauté peut être facile, mais on est dans la communauté ou on est à l'extérieur. C'est une des raisons pour lesquelles parler de coworking sans jamais mettre les pieds dans un espace de coworking, c'est un problème. Vous allez avoir du mal à décrire ce qui se passe si vous ne parlez pas des vrais gens qui font des vraies choses. Et ça nous permet de glisser sur ce dernier joli mot aussi un peu trop employé, c'est l'innovation. Est-ce que les espaces de coworking sont des lieux où l'innovation peut arriver? Oui, mais parce que c'est des endroits où on travaille de manière collaborative. C'est ça la force d'un espace de coworking. Olivier nous a rappelé aussi que l'innovation, par contre, ça peut arriver sans espace. On n'a pas forcément besoin d'un espace pour ça. Donc, rappelons juste, il y a plein de gens qui aimeraient pouvoir mettre facilement « Oh, l'innovation, c'est où? Vite, sur la carte, où est-ce que je trouve le mot innovation ?» Ça ne marche pas comme ça. La plupart du temps, ça se passe à l'interstice. On ne sait pas où ni comment. Parfois, on peut la trouver dans certains types d'espaces. Les espaces de coworking s'y prêtent bien, mais c'est un poil plus compliqué que ça. C'est l'avantage des designers, c'est quand ils vous expliquent un truc, ils le font bien. En passant, le coworking, il y a souvent un problème dans les médias anglophones, pour des règles typographiques et de syntaxe notamment, qui est parfois repris en francophonie, c'est coworking sans tiret, d'accord, pour plusieurs raisons, mais ça vient de qui sont les gens. Un co-worker, en anglais, c'est un collègue, en gros. C'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Du coup, les communautés qui sont au départ plutôt anglophones et germanophones, mais donc ont beaucoup utilisé l'anglais au début pour parler de ce qu'ils faisaient, ont enlevé le tiret, donc le hyphen en anglais, pour être sûr qu'on parlait bien de la même chose. Si vous parlez de co-worker et si vous parlez de coworker, c'est pas la même chose. Un coworker, c'est la personne qui partage avec vous un espace de coworking. C'est pas votre collègue employé par la même boîte. Et en anglais, la confusion est un vrai problème. C'est pour ça que la communauté des gens qui défendent et qui montent ces espaces et ces communautés est assez tatillonne là-dessus. C'est un bon moyen de voir si la personne qui vous parle de coworking a fait un peu ses devoirs, sait d'où elle vient. En général, quand il y a un tiret, il y a un problème. En parlant de ça, on vit dans une magnifique époque où on fait des tops, et les meilleurs, les plus grands, je parlais de ça tout à l'heure. Je trouvais ça rapidement sur un média en ligne parisien, c'est pas le problème, mais voilà, le top 10 des espaces parisiens où il fait bon travailler. J'ai un problème avec ça. C'est pas de leur faute, mais c'est l'air du temps. Les espaces où il fait bon travailler, à quoi ça ressemble? C'est des espaces, c'est bien, un espace, c'est chouette, c'est bien designé, il y a des belles couleurs, mais c'est un peu vide, il n'y a pas de gens. Donc, il y a des belles chaises, elles sont vraiment chouettes, mais il n'y a pas de gens. Un autre espace bien connu. Le problème, c'est pas qu'il n'y a pas de gens dans ces espaces au quotidien, c'est que dans la façon d'en parler, on va vous montrer une photo d'espace vide. Et c'est là où on commence à avoir un problème. Méfiez-vous d'un média qui vous parle de coworking avec des photos de chaises et de bureaux, quoi. Par contre, quelqu'un qui va vous raconter les histoires des gens qui sont dans ces espaces, là, on commence à parler d'autre chose. La richesse dans les espaces et les communautés de coworking, elle se passe à l'interaction avec les gens. Et ces gens-là sont vos pairs. Vous les croisez au quotidien, vous travaillez les uns à côté des autres. Et au bout d'un moment, cette proximité physique, l'observation aussi de comment les gens se comportent, crée une confiance. Et la confiance, c'est super intéressant quand vous avez un problème de temps appliqué à un projet. Si demain matin, vous avez une super opportunité pour travailler sur quelque chose qui est trop gros pour vous, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, pour travailler avec vous sur ce projet. C'est là où vous avez besoin rapidement de quelqu'un en qui vous avez confiance, sinon l'opportunité passe et vous ne pouvez pas vous en saisir. Si vous êtes un travailleur indépendant, ce genre d'opportunités, vous ne pouvez pas vous permettre trop souvent de les laisser passer. Ça dépend aussi, c'est ce qui vous permet de vivre. Et c'est là où le coworking prend sa puissance notamment, dans la collaboration entre gens qui font partie de la même communauté, qui sont suffisamment créatifs pour se créer des nouvelles opportunités ensemble, et pour ensuite collaborer autour de ces projets. C'est pour ça qu'on parle d'une façon de travailler. L'espace permet à cette interaction d'arriver, mais c'est l'interaction elle-même, la collaboration, qui est au cœur de ces usages-là. En français, on a un dernier problème de vocabulaire. Il y a une bonne partie de la communauté francophone qui emploie de plus en plus cette expression tiers-lieu, que j'apprécie beaucoup aussi. C'est principalement partie de la communauté stéphanoise, donc à Saint-Étienne. Si vous ne les connaissez pas encore, regardez un petit peu ce qui se passe là-bas. Cherchez tiers-lieu Saint-Étienne sur Internet. Il y a notamment un wiki exceptionnel qui s'appelle movilab.org, où la somme de ce qui a été expérimenté sur le terrain, documenté et partagé est exceptionnel. Surtout parce qu'on y parle de gens qui racontent leur propre histoire, leurs propres échecs et les leçons qu'ils en ont tirées.
Cette expression en français est bien. Il y a plein de gens qui aiment bien l'utiliser. Ça rappelle le côté un petit peu rebelle. Certains l'assimilent à tiers-état, donc on est sur quelque chose qui est à la marge, qui fait un peu différemment. Mais ça a un petit défaut, c'est qu'on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. On va revenir à l'anglais du coup. L'équivalent du tiers-lieu en anglais, ça sera le Shared Hybrid Space. Donc espace hybride partagé en bon français. C'est super intéressant quand vous discutez avec quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est, qui ne l'a jamais vécu lui-même, parce qu'on rappelle tout de suite que c'est partagé. Donc ce n'est pas un truc où on est chacun dans son coin avec une clé et tout est fermé. Je vous parlais tout à l'heure de communauté. Pour faire partie des gens qui utilisent ce lieu en général ouvert, il faut faire partie du club, il faut être membre, mais une fois que c'est le cas, on partage ensemble des choses. Hybride, je vous ai parlé tout à l'heure d'un laboratoire de biologie, d'un café, d'une bibliothèque, d'un espace de coworking, tout ce qui est plus classique peut-être aussi. Tout ça, on a des problèmes de définition très clairs. Qu'est-ce qui est dans quelle case? Donc, parler d'espace hybride, c'est assez intéressant. C'est un endroit où on peut faire des choses qui, a priori, n'étaient pas prévues au départ. Et ça définit aussi bien ce qui s'y passe. Évidemment, on parle d'espace parce que, encore une fois, on a plus d'interactions, plus vite, de meilleure qualité. Quand on se rassemble dans le même espace physique, on fonctionne comme ça, comme humain. Si vous voulez pousser un peu cette notion-là, il y a un excellent bouquin écrit par Antoine Buret qui vient de cette communauté de Saint-Étienne. Tiers-lieu et plus si affinité, je vous le recommande. Lui, il est sociologue principalement. Il descend très très loin dans d'où viennent ces pratiques et pourquoi. Et ça permet aussi de mettre les choses en contexte. On a parlé de confiance, d'interaction, de gens qui s'observent. Et une bonne façon de comprendre qu'est-ce que c'est un espace de coworking, c'est cette question-là. Qui vide le lave-vaisselle? Qui a déjà vécu en colocation? Ok, un bon 2/3 d'entre vous. Je pense que je vous apprends rien quand je vous dis qu'il y a 2 types de personnes dans une colocation. Il y a les gens qui laissent traîner leurs affaires partout, mais qui ne se posent pas la question de comment automagiquement les choses se nettoient et se rangent le lendemain. Et il y a les gens qui font tourner, remplissent et font tourner le lave-vaisselle, mais qui surtout le vident. A priori, ce n'est pas que pour eux. Leur tasse à eux, ils pourraient la laver, la sécher, la ranger. Dans un coworking, c'est la même chose, mais ça prend une importance encore plus grande. Faites le test, rentrez dans un espace de coworking près de chez vous, tapez coworking votre ville, coworking Nantes par exemple, il y a plein d'espaces et de communautés à Nantes, et observez les gens pendant une journée, et regardez qui ramène son mug à l'évier, qui le lave, et qui en lave 2. A priori, dans une journée, vous utilisez un mug. Il y a des gens qui en lavent plusieurs, parce qu'ils se disent, il y a 3 mugs sales, je vais laver le mien, puis je vais prendre 1 minute de plus et laver les 2 autres. Et ça dit beaucoup de choses sur quels sont les types d'interactions qu'on peut attendre dans ce genre d'espace et de communauté. Au passage, cette image-là vient d'un espace et d'une communauté qui s'appelle Indie Hall, comme vous le voyez, qui est un excellent exemple, on y reviendra. C'est des gens qui font beaucoup de choses et qui les partagent depuis très longtemps. Ils sont vraiment très intéressants à suivre. Sur une notion en particulier, dans un espace de coworking, dans un espace hybride partagé en général, on a souvent un rôle qui émerge quasi systématiquement, sinon on a des problèmes sur le long terme. Et parfois, encore une fois, en français, on aime bien utiliser ou mal s'approprier certaines expressions anglophones. On parle de community manager. Si vous creusez un peu en ligne, c'est une expression avec laquelle j'ai un peu du mal. J'ai écrit un papier qui s'appelle Crève Community Manager il y a quelques années. Mais reste quand même, je t'aime bien. Et du coup, on a été nombreux dans la communauté francophone à chercher un mot de remplacement pour ça, parce que ça ne décrit pas exactement les interactions. Pour la faire courte, manager en français, c'est gestion, gestionnaire. On ne gère pas une communauté. Une communauté, ça s'anime, ça s'accompagne, mais ça ne se gère pas, c'est des gens. C'est des gens qui ont des interactions entre eux sur lesquelles, a priori, vous n'avez aucun pouvoir. La gestion, c'est un truc avec des leviers très précis, qu'on change, des variables, pour atteindre un but, par exemple, financier. La gestion d'une communauté, ça n'existe pas. On ne peut pas se dire « Ah, si j'appuie à tel moment ou si je dis telle chose à telle personne, il va se passer tout ça en cascade, c'est prévu, c'est planifié. » Ça ne marche pas exactement comme ça. Le mot qui sort des communautés anglophones notamment maintenant, c'est Tumblr, assez intraduisible. Je vous parlais d'Indie Hall et d'Alex Hillman tout à l'heure. Vous avez cet article-là qui explique pourquoi il utilise ce mot-là. Je vous encourage à creuser si ça vous intéresse. L'équivalent français le plus proche qu'utilise la communauté francophone maintenant en général, c'est concierge, qui est un mot assez rigolo parce qu'il nous permet de jouer un peu avec les sens. Concierge dans ce sens-là plutôt, vous voyez. Hommes, femmes aux clés d'or dans un palace. Des gens qui connaissent, qui savent, qui vont vous orienter, qui vont vous faire gagner du temps.
vous arrivez dans un hôtel, il est 23h, vous ne savez pas où manger, vous avez intérêt à ce qu'il y ait quelqu'un à la réception qui puisse vous donner l'info, sinon vous allez avoir un problème, la faim toute la nuit, c'est pas super cool. Mais aussi le concierge, c'est ça. Si vous ne connaissez pas ce film exceptionnel, Isabelle Nanty qui a cette remarque exceptionnelle. Et je les mets où, les poubelles ? Le concierge, c'est aussi la personne qui vide les poubelles. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Et ça permet de jouer avec ça. Quand vous rentrez dans un espace de coworking, vous avez souvent une personne à l'accueil ou dans la communauté qui va se lever si vous rentrez, qui va vous accompagner, qui va vous faire découvrir le lieu, les usages. Et c'est un rôle, c'est pas toujours la même personne, donc c'est interchangeable. C'est aussi la personne qui va s'occuper de fermer le soir, s'assurer que tout est bien sous contrôle, qu'il y a une alarme qui est mise par exemple s'il faut, et qui va ranger les mugs des gens qui les lavent pas. Donc c'est le double sens. C'est l'homme ou la femme au clé d'or, puis aussi le ou la concierge au sens classique dans un immeuble, quoi. Et ça rend bien compte de cette réalité-là. Si on est en mode community manager, ça c'est toujours tiré de l'article d'Alex Inman, on a le problème de vouloir contrôler vers plusieurs. Hein, ça ne passe pas à l'échelle, ça. On ne peut pas faire ça. La seule possibilité pour faire grandir et croître votre communauté de manière saine, c'est de passer vers la droite du graphe. C'est d'arriver à faire en sorte de mettre les gens en raison, les aider à faire mieux et plus vite eux-mêmes plutôt que faire pour eux. Dans l'article en question, il parle du syndrome du directeur de croisière. On a tous peut-être La croisière s'amuse en tête. C'est une référence encore assez partagée. Voilà, c'est les gens qui font les animations. C'est bien, c'est sympa, mais ça ne crée pas un vrai sens de la communauté. Par contre, quand des gens qui ont créé de la confiance ensemble commencent eux-mêmes à créer des événements dans un espace de coworking, ça prend une autre dimension. Le rôle de la concierge à ce moment-là, ça va être de vous aider à ce que ça aille plus vite et que ce soit plus facile. On va vous dire où sont les éléments pour la sono, on va vous dire « Ah, attention, si tu fais ça 2 semaines avant, il faut en parler. Tu peux le faire sur tel et tel canal, nous on le relaie, on le met dans le calendrier. » Donc ce n'est pas quelqu'un qui va faire pour vous, c'est quelqu'un qui va vous aider à faire plus facilement et plus rapidement. Est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle qui sont membres d'une communauté ou d'un espace de coworking ou qui se définiraient comme tels, qui fréquentent ce genre d'endroit et de communauté? Alors, 1 personne, 2, 3, ok, 4, 5, soyez pas timides. Ça veut dire que vous avez une chance folle. En sortant, vous pouvez taper sur Google Coworking Nantes et aller à la rencontre de ces gens-là. Je vous conseille vraiment de le faire pour une raison simple. À Nantes, vous avez des gens assez incroyables. Cherchez-les, parce qu'on a parlé d'innovation et de collaboration tout à l'heure. Encore une fois, c'est des mots qui sont très à la mode. Les endroits où ça arrive et les gens qui le font, c'est entre autres ceux-là. C'est des gens assez occupés. C'est des gens qui sont occupés à changer le monde, changer leur vie hyper locale. Ils ne viendront pas forcément vers vous, ils sont membres d'une communauté, comme je l'ai dit, c'est assez exclusif. Par contre, si vous allez vers eux, là, vous risquez de rencontrer des gens assez cool et d'apprendre des choses pour vous, qui vous aideront à faire avancer vos projets plus vite. Donc, je vous encourage vraiment à le faire. Vous avez échappé à ce titre-là pour le talk, qui n'est pas super sympa, mais qui décrivait aussi une réalité. On est resté sur quelque chose de plus simple. Mais on va quand même essayer de tordre le cou à quelques éléments et après on passe à vos questions. Cette question-là, c'est... On ne comprend pas ce que c'est un espace de coworking ou ce qui s'y passe, ou les communautés qui y sont, principalement parce qu'on n'y a jamais mis les pieds. Donc encore une fois, sortez de ce talk, enfuyez-vous très vite, même partez maintenant et allez découvrir ces espaces. M'écoutez pas en parler. Ça ne vous apportera pas grand-chose. Par contre, allez à leur rencontre. C'est ce que je dis avec mes associés dans le cadre de notre compagnie qui s'appelle Village Office. Notre but, c'est de rendre le coworking et ses pratiques et les gens qui sont déjà dans cette réalité plus accessibles au plus grand nombre en Suisse. Notamment donc, des gens qui sont aux responsabilités de grosses entreprises. Leur parler du coworking, ça ne sert à rien. Les emmener dans des espaces, les emmener travailler, pas en mode zoo, on y reviendra. Là, ça sert à quelque chose, parce qu'ils se rendent compte de la réalité. Ça va être le même problème pour un politicien ou un journaliste. C'est sympa de leur faire visiter un espace. En général, les communautés qui réussissent à avoir un impact sur leur écosystème local, c'est celles qui présentent les gens
qui sont dans leur communauté. Pas les espaces, pas la belle machine à café, pas la chaise de couleur flashy, mais qui sont les gens et qu'est-ce qu'ils font. Donc ça, pareil, c'est un bon indice si vous cherchez à mieux connaître ce mouvement et qui sont les gens qui le composent. Cherchez plutôt les gens qui vous présentent des histoires de gens qui font des choses, plutôt que la belle chaise. En passant, on a parlé d'interaction humaine. Ouais, ça, c'est des choses qui arrivent. Si vous cherchez un cofondateur pour votre boîte, les gens qui cherchent un dev, on a Damien qui est ici, qui gère je cherche un dev.fr. Une autre façon de faire, si vous êtes motivé, que vous avez le temps, allez dans un espace de coworking local. C'est là où on trouve ces gens-là. On trouve aussi parfois plus que des simples relations professionnelles. C'est des choses qui arrivent, on est des êtres humains. Ça serait intéressant aussi, on y reviendra peut-être dans les questions si ça vous intéresse, le fantasme de l'open space et tout ce que ça peut avoir comme conséquence sur le bonheur au travail et ce genre de choses. Ça peut être un bloquant. Si vous êtes en train de monter votre start-up, que vous êtes déjà 3 ou 4 membres, l'espace de coworking, ce n'est pas la meilleure chose qui peut vous arriver, contrairement à ce que voudrait la doxa ou la rumeur, parce que vous êtes en train de construire une culture forte d'une entreprise précise. Un espace de coworking, ce que ça amène, sa valeur principale, c'est que c'est un espace d'acculturation. C'est des gens qui vont challenger vos idées, vos certitudes à la pause café tous les jours. Donc si votre besoin actuel, c'est de construire très vite et très fort un produit et un service en poussant sur cette certitude, ne le faites pas dans un espace de coworking parce que vous allez avoir un problème. C'est que tous les matins, on va vous dire « T'es sûr ?» Parce que c'est le rôle de votre communauté. C'est de vous poser des questions et de challenger ce que vous croyez. Donc, si ce n'est pas le bon moment dans ce que vous êtes en train de faire, le coworking, ce n'est pas la solution miracle à tout. Et puis aussi, sachez-le, si vous êtes très introverti ou que vous avez beaucoup de choses à faire, c'est quand même un espace où les relations sociales sont mises en avant. Elles sont prioritaires sur beaucoup de choses. C'est là où, pour certains métiers, le travail se fait. Rencontrer plus de gens pertinents plus vite. Il est fort possible au bout d'un moment qu'on se retrouve à faire l'apéro tous les vendredis avec ses coworkers. Il faut avoir le temps pour ça. Donc, si vous avez une grosse deadline à finir, un espace de coworking à 17h un vendredi, ce n'est pas toujours le meilleur endroit. Et on pourrait revenir là-dessus, mais je suis déjà un peu trop long. Donc, le cas suisse est assez intéressant. C'est une fédération ou une confédération. On fait les choses un peu différemment, un peu plus tard, mais un peu différemment. Si vous voulez vous intéresser à ce qui se passe en ce moment en Suisse, on a une association nationale qui rassemble une 50aine d'acteurs maintenant sur tout le pays, coworking.ch. Et on a à la fin du mois notre première conférence. Donc, on se rassemble pour partager un petit peu sur nos pratiques. Toujours pareil, si le sujet vous intéresse, soit pour lancer votre propre communauté et espace ou pour en apprendre plus, ou pour tout simplement devenir membre d'un espace local et avoir une perspective plus large sur ce qui se passe ailleurs, ça c'est un excellent endroit. La prochaine édition, c'est fin novembre à Bruxelles. Une bonne occasion de visiter une très belle ville aussi, qui me tient à cœur, parce que comme je vous l'ai dit, c'est là où j'ai découvert le coworking. C'est là où on se rend compte de la réalité, de la diversité de ce mouvement et de cette façon de travailler.